c'est ça? Bonsoir à toutes et à tous. Alors d'abord, merci à Égalité et Réconciliation de m'avoir invité ce soir aux côtés de Monsieur Cohen pour partager avec vous ma modeste expérience dans le pays le plus démocratique du monde. Enfin, déjà pour commencer, du Proche et Moyen-Orient, qui viole depuis plus de 65 ans les droits de l'homme et le droit international, avec la caution et l'étroite collaboration de la communauté internationale. Et dans un second temps, j'aimerais vous parler de la campagne internationale de BDS, boycott des investissements, sanctions. Alors, je pars en Palestine à 2 reprises dans le cadre de 2 projets culturels, à l'été 2009 et au printemps 2011. Donc, ces 2 voyages m'ont permis d'aller à la rencontre de la jeunesse palestinienne, principalement. Donc, je connaissais en théorie les inégalités et on s'en rend compte rapidement lorsqu'on arrive sur place. Pour les Palestiniens de 48, alors quand je parle de Palestine 48, je ne sais pas si vous êtes un petit peu, enfin vous connaissez le territoire. Je vais vous montrer le Palestine 48. C'est là, principalement la Galilée. Donc là, on remarque assez rapidement que les Palestiniens de 48 sont des citoyens de 2e classe. Bon, il y a une discrimination criante dans l'accès aux ressources de travail, l'éducation, la santé, le logement, permis de construire. Quant à la jeunesse de la Palestine occupée, donc la Cisjordanie, ce qu'on appelle la Cisjordanie, ici. Voilà. Donc là, elle souffre terriblement, cette jeunesse. Et elle n'a d'autre horizon que le mur de l'apartheid, qui empêche beaucoup d'accéder à leur famille, à leur travail, école, université et hôpitaux. Alors ces 2 expériences présentent un intérêt, mais je souhaite, dans le temps qui m'est imparti, de m'appesantir sur 3 autres missions qui sont plus importantes à mes yeux, car s'inscrivant dans mon combat politique. Je commence par la Gaza Freedom March, donc décembre 2009, janvier 2010, 1 an après l'agression dite Opération Plomb Durci de l'armée la plus morale du monde contre la population gazaoui. Elle a fait 1400 martyrs, des milliers de blessés et de mutilés, 22 000 habitations ont été détruites ou endommagées, des écoles, des hôpitaux, des mosquées. Donc pour marquer ce triste anniversaire, s'organise la Gaza Freedom March. Qu'est-ce que la Gaza Freedom March? C'est une coalition de milliers de volontaires du monde entier pour marcher simultanément sur Gaza. Donc les uns depuis la frontière de Rafah, dont je faisais partie, et d'autres depuis le checkpoint d'Eretz en Israël. Donc, notre volonté, c'était de briser, enfin de tenter en tout cas de briser le siège qui étouffe et emprisonne depuis plus de 6 ans aujourd'hui 1,5 million de Gazaouis. Donc pour rappel, le blocus a été instauré par l'État sioniste en 2007 à la suite de l'élection du Hamas par le peuple gazaoui. Et il a été instauré, évidemment, toujours avec la caution, je dirais, de la communauté internationale. Et il faut savoir que ce blocus, eh bien, nous finançons indirectement en tant que contribuables européens. Je vous invite de vous renseigner sur l'EUBAM, EUBAM, sur Internet, à l'occasion, si vous le souhaitez. Vous verrez comment nous, citoyens européens, contribuons aussi indirectement à financer ce blocus. Je rejoins donc mes camarades au Caire pour en venir à l'action en elle-même. Nous étions environ 300 Français, 1300 internationaux, venant de 43 pays de tous les continents. Donc, le programme de la Gaza Freedom March, donc, le rendez-vous était fixé devant l'ambassade de France au Caire pour prendre des bus qui devaient nous mener à la frontière de Rafah, en Égypte. Nous les avons attendus longtemps jusqu'à comprendre qu'ils ne viendraient jamais, en fait. En réaction, nous avons investi la chaussée, la grande artère en fait, du Caire,
appelée l'avenue Charles de Gaulle. Alors certains ont déployé des tentes, des drapeaux, donc on a scandé des slogans, on a fait un sit-in sur la chaussée et on a très vite perturbé la circulation. Donc là, à ce moment-là, on a eu l'intervention pathétique de monsieur l'ambassadeur de France au Caire, donc qui arrive dans toute sa splendeur, broché, manucuré. Et il vient non seulement nous confirmer donc, le refus des autorités égyptiennes, donc sous la houlette de Moubarak à l'époque, qu'on ne pouvait pas prendre ces bus qui devaient nous mener au terminal de Rafah. Mais il venait surtout nous dire en langage de diplomate qui ne sert à rien et grassement payé par nos impôts qu'on devait dégager. Voilà, donc nous on refuse évidemment. Il nous propose ensuite de nous héberger au lycée français, donc vacances, c'était la fin de l'année, donc vacances scolaires, donc on refuse. Comme on bloquait la plus grande artère du Caire, donc il y a eu pas mal de... Ça commençait à être le chaos, donc les autorités nous ont envoyé des camions anti-émeutes avec canons à eau, et puis nous ont menacé en fait avec de déclencher, d'utiliser ces canons à eau si on ne dégageait pas la chaussée. Donc vers 2 h du matin, on accepte enfin de se mettre sur le trottoir devant l'ambassade de France, qui se transforma en bande de Giza. Voilà, c'est comme ça qu'on l'avait baptisé. Et aussitôt, donc, on nous a barricadés donc, avec des barrières et puis encerclés de l'armée égyptienne. On a dormi à même le sol pendant 1 semaine, avec des conditions, vous pouvez imaginer, déplorables. Un WC pour 200 Français, accessible uniquement sur présentation du passeport français. Donc voilà, pas français, pas de WC. Même ceux qui avaient les cartes de séjour, passeport de la communauté européenne, n'avaient pas le droit au pipi. Donc très vite, il y a un décret consulaire qui est pondu, qui nous permettait de bénéficier de 4 toilettes de fortune supplémentaires dans les jardins de l'ambassade. Mais surtout, et ça c'était très important, nous autorisait à sortir au compte-gouttes. Donc là, on en a profité justement pour pouvoir mener des actions pacifiques dans la capitale avec les autres internationaux. Parce que là, cette bande de Giza, c'était je dirais, environ 300 Français. Et on était par la suite en permanence visités par les autres internationaux qui, eux, étaient hébergés dans des hôtels pour une grande majorité. Donc, on en a profité, comme je vous le disais, pour réaliser quelques actions assez sympathiques dans la capitale du Caire, comme déploiement du drapeau palestinien sur la tour du Caire, déploiement du drapeau palestinien sur une des pyramides de Gizeh, rassemblement devant l'ambassade d'Israël. Et la dernière action commune a été faite le 31 décembre, devant le musée du Caire. Donc là, nous étions 500 car le reste des internationaux avaient été bloqués à leur hôtel et donc n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, ils ont été bloqués par la police. Nous, on a été, quant à nous, bloqués par la police, mais sur la place Tahrir, extirpés de façon assez musclée. Donc coup de pied, matraquage, et parqué sur un trottoir de la place pendant 6 heures. Donc là, pareil, mais on commençait un petit peu à avoir l'habitude, donc on nous a encore une fois barricadés. Là, on a déployé les banderoles, slogans, interventions des différentes délégations internationales, enfin prise de parole, pardon. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans le détail du séjour. Au bout d'1 semaine, et en concertation avec les autres délégations internationales, on plie le campement et devant l'ambassade pour se rentrer. Donc, excepté, pour conclure sur les retombées de cette mission, je dirais qu'excepté en France, fidèle à sa tradition de désinformation, sur le sujet. Cette mission a eu quand même un large écho, une large couverture en Égypte et dans les pays arabes et en Europe, aux États-Unis, Canada et dans quelques pays européens. Donc cette première mission, donc 2009-2010,
La suivante, venez passer un Noël à Jérusalem. C'était l'appel d'une dizaine d'associations palestiniennes qui avaient été lancées dans le monde pour les rejoindre et passer une semaine d'action fraternelle à l'occasion du Noël 2010. Nous étions 90 Français environ et internationaux à avoir répondu à cet appel. Donc on a pris part à quelques activités de résistance assez sympathiques aux côtés de nos amis palestiniens et opposants israéliens. Alors pour commencer, autour de Jérusalem-Est, manifestation à Séloane. Nous sommes partis également soutenir une famille palestinienne de Sheikh Jarrah, dont la maison avait été annexée par une famille de colons juifs. Donc ils avaient installé une tente pour accueillir les internationaux qui venaient leur montrer leur soutien dans la cour. Et puis on pouvait observer les allées et venues des colons. Donc une maison, le devant avait été annexé par les colons juifs et puis derrière la maison la famille palestinienne et puis la porte d'entrée avec le jardin devant, donc voilà, qui se partageait à deux. Donc là c'est à Jérusalem-Est, hein, donc quand on parle d'annexion, de colonisation galopante, voilà, ça c'en est un exemple. On a visité également des villages subissant le nettoyage ethnique avec des habitants expulsés, des maisons détruites par l'armée d'occupation. Donc on pouvait voir joncher au sol des effets personnels. L'autre événement donc, qui a été que l'armée d'occupation voulait empêcher, c'était au village de Waladja. Donc l'armée avait bloqué les cars qui menaient les militants au village. Ils ont essayé de bloquer aussi la route. Ils ont menacé les villageois, mais bon, en vain, puisqu'on a réussi quand même à manifester. On était à peu près 200 internationaux, là encore, avec les Palestiniens et les opposants israéliens. Bethléem, donc on a un petit passage à Bethléem pour la procession de Noël. Donc là, on a distribué des tracts, quelques tracts aux nombreux pèlerins qui étaient sur la place de la Mangeoire. La veillée de Noël, on l'a passée dans un camp de réfugiés, Haïda. Que vous dire? Donc là, une partie d'entre nous a passé 2 nuits chez l'habitant, dans des familles palestiniennes. Haïda, c'est une concentration énorme de population sur une petite surface, avec des conditions de vie assez terribles. Le camp est clôturé de fils barbelés électrifiés et puis entouré d'un mur de 8 mètres de haut. On vit au sein des familles et puis on peut se rendre compte assez rapidement que c'est la misère, quoi. Et malgré tout, l'accueil chaleureux est toujours avec le sourire. La veillée de Noël, donc dans le camp de réfugiés de Haïda. Et ensuite, on file pour Hébron. À Hébron, pourquoi Hébron? Pour manifester contre le racisme des colons qui continue de détruire le cœur historique de cette ville. Donc là, on a eu droit à un accueil chaleureux de l'armée d'occupation, donc la gaz lacrymo, grenades assourdissantes. Donc il y a un Français, un Écossais et une Israélienne qui ont été embarqués et relâchés plus tard dans la soirée. Le lendemain, donc passage de Calandia, c'est un checkpoint. On a protesté contre l'interdiction faite aux Palestiniens de se rendre à Jérusalem, de rentrer dans Jérusalem par le biais de ce checkpoint. Donc là, il y a eu un Palestinien et 9 Français d'arrêtés et puis pas mal de blessés. Donc le reste de la troupe, qui était encore en état de marche, est parti en direction de Bel'in. Donc c'est un village qui est assez connu pour ses actes de protestation tous les vendredis. C'était un rituel. Donc on est allé dans ce village pour planter des oliviers. À nouveau, donc réception à coups de gaz lacrymo et grenades assourdissantes. On a terminé par le village de Beitin. Donc là, on voulait débloquer une route qui empêchait les villageois de se rendre à Ramallah, qui était à 5 minutes. Voilà, et ils devaient emprunter des routes de contournement. Donc, nouvel assaut militaire.
mais là un peu plus corsé, puisqu'ils envoyaient des grenades assourdissantes et là encore gaz lacrymo à hauteur d'homme. Donc il y a eu quelques blessés, bon, asphyxiés. Et puis après la dispersion de la foule, ils ont quand même... on a eu le droit à un tir de balle en caoutchouc. Voilà, mais bon, tout le monde est rentré, je dirais, sain et sauf. Bon, blessé, mais voilà, il n'y a pas eu de mort, donc c'est l'essentiel. La dernière mission, dont je voulais vous parler, la mission, en tout cas en ce qui me concerne, la dernière mission pour moi, la mission Bienvenue en Palestine. Donc l'objectif de cette mission, c'était revendiquer le droit de nous rendre librement en Palestine, en transitant par l'aéroport de Tel Aviv, puisque c'est le seul aéroport qui est encore en état de marche et qui nous permet d'aller voir nos amis palestiniens. Dire la vérité, surtout, c'est très important. Dire la vérité, c'est-à-dire que nous allons en Palestine. Pour nous, c'était un moyen de contester donc, la politique d'isolement des Palestiniens par l'entité sioniste. Donc on était attendu, le projet, c'est qu'on était attendu à Bethléem, en Palestine occupée, donc à l'invitation d'organisations palestiniennes pour participer à un programme de rénovation d'une école. Départ 15 avril 2012 de Genève. Donc je partais en binôme avec un ami londonien. Alors là, j'attire votre attention, mais bon, vous ne serez pas surpris, sur la collaboration impressionnante des gouvernements européens et des compagnies aériennes avec l'occupant, qui a permis d'établir une blacklist d'une centaine d'internationaux, dont mon binôme d'ailleurs. Certains ont reçu un mail quelques jours avant le départ, donc en leur disant que le vol avait été annulé, blablabla. D'autres n'ont pas pu embarquer, tout simplement puisqu'ils étaient blacklistés, mais le jour du départ, à l'embarquement à l'aéroport. Voilà, donc on a su qu'il y avait eu quelques profilages, du profilage racial, disons les choses comme elles sont. Et il y a même des gens qui ont été blacklistés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la mission. Voilà, tout simplement, certainement parce qu'ils avaient un nom et prénom à consonance, je dirais, arabe, probablement. Au final, alors nous étions 27 Lyonnais à être passés entre les mailles du filet et à pouvoir embarquer. Aéroport de Tel Aviv, on arrive. Les autorités israéliennes avaient prévu en fait un terminal à l'écart des journalistes et des militants opposants israéliens qui nous attendaient dans le terminal habituel. Donc là où s'effectuent tous les contrôles les arrivées de vols internationaux. Donc là, ils avaient prévu un terminal à part pour la mission Bienvenue en Palestine. Donc il y a eu du grabuge dans l'autre terminal, il y a eu du grabuge entre les opposants israéliens et la police. Et en ce qui nous concerne, donc nous, on nous accueille avec une rose au terminal, à l'entrée du terminal. Et donc quand on arrive au poste de contrôle à la douane, à la question « Où allez-vous ?», on répond « Palestine ». Et bien là, l'accueil exceptionnel donc, se poursuit. Après la rose, eh bien, on a le droit à l'arrestation par des agents indéterminés. S'ensuivent interrogatoires, fouilles. Au passage, on reçoit quelques petits coups. Et puis, pour nous forcer en fait à avancer, parce qu'on voulait pas avancer et on voulait rester pour un petit peu perturber et mettre le chaos. Ce qui s'est passé, c'est que après on nous répartit dans des camions pour nous conduire à la prison de Givon, à Ramleh. Donc on arrive, refouille, réinterrogatoire, donc fouille au corps cette fois-ci. On nous fait déposer les effets personnels, y compris les vêtements et sous-vêtements, et on nous remet donc l'uniforme de détenu, et puis un petit nécessaire de toilette rudimentaire. Donc le lendemain soir, visite du consul, le consul de Tel Aviv, le consul de France à Tel Aviv, parce qu'il y en a un à Jérusalem aussi. Donc nous, on a la visite de celui de Tel Aviv avec son conseiller. Donc je vous dis tout de suite, ils ont fait 3 jours de figuration.
donc au même titre que monsieur l'ambassadeur de France au Caire. Donc là, on se rend bien compte qu'ils ne servent à rien. Donc ils ont simplement recueilli les coordonnées de nos familles pour pouvoir les prévenir de la situation. Pour votre information, les internationaux qui étaient aussi avec nous en détention, donc il y avait des Anglais, Canadiens, Italiens, une Irlandaise. Donc elles sont arrivées après nous à la prison et elles ont reçu la visite de leur consul et d'un avocat très rapidement. Donc nous, notre premier coup de fil, 48 heures après, l'avocat, eh bien, l'avocat a été vu par une de nos camarades co-détenus, qui a été piégée, puisque l'entretien avec l'avocat s'effectuait, donc nous on était, notre bâtiment, bon les cellules étaient là, et l'entretien s'effectuait hors de l'enceinte en fait, des cellules. Donc ce qu'ils avaient planifié, c'est lors des entretiens, enfin après l'entretien, voilà, c'est prendre les personnes de force et les expulser. C'est ce qui s'est passé pour cette camarade-là, qui a été expulsée de force après son entretien avec l'avocat. Donc nous, bon, bah, évidemment, on a compris leur stratagème et les prochaines qui ont été convoquées, on a refusé, tout simplement. Il y a eu de la pression psychologique, évidemment, avec des diffusions de cris de torture dès le premier soir, en fait, au petit matin. Ce qui a fait son petit effet parce qu'une a voulu repartir dès le jour même, mais bon, il fallait qu'ils voient s'il y avait des vols ou non. Des claquements intempestifs de porte la nuit, très tôt le matin, ils venaient nous compter. Bon, voilà. On avait droit à 2 promenades donc le matin et l'après-midi. Donc il y a eu un petit peu de manipulation, pas qu'un peu, mais psychologique, pour diviser le groupe, et ça a marché. C'est assez impressionnant en fait quand on vit le moment comme c'est. Enfin, on a le meilleur des personnes comme le pire, je dirais. Voilà. Et ils ont réussi à un moment donné ils ont réussi à diviser le groupe et voilà à mettre vraiment une tension assez. Une ambiance assez pourrie au sein des internationaux, c'est-à-dire françaises et les autres aussi, qu'on suspectait pour certaines d'être des indiques même. Voilà. L'autre aile de la prison en fait, hébergeait des Asiatiques et des Africaines, donc beaucoup de mineurs. Donc on leur faisait coucou comme ça dès qu'on allait... parce qu'en fait, dès qu'elles allaient en promenade, donc nous on était dans nos cellules, et dès qu'ils les rentraient, nous on sortait, on avait le temps de les voir. Donc là, bon, voilà, elles sont dans des conditions de vie assez terribles. Elles subissent aussi des agressions sexuelles le soir. Il faut savoir que bon, normalement, il n'y a pas d'hommes, puisque c'est la partie femme, mais il y a quand même des hommes qui viennent dans notre enceinte. Ces filles-là étaient le plus souvent chargées du ménage, on va dire des parties communes. Donc, et puis, elles repeignaient aussi les cellules, puisque, bon, comme nous, on avait un petit peu que ça à faire. On avait un petit peu redécoré nos cellules avec de la confiture, les dentifrices. Et on a su après, on n'a pas su, sinon on ne l'aurait jamais fait, que c'était ces filles-là qui, ensuite, nous, dès qu'on partait, allaient repeindre les cellules. Le 17 avril 2012, donc le 17 avril déjà, c'est la journée internationale de soutien aux prisonniers politiques. Ça a été aussi le 17 avril 2012 le début pour les prisonniers palestiniens d'une grève de la faim et qui pour eux voilà, marquait une nouvelle étape. Nous, en soutien, on a fait aussi la grève de la faim. Il faut savoir que les autorités détestent que des internationaux comme ça fassent grève de la faim pour leur image. Donc moi, j'ai fait 15 jours, un seul jour de grève de la faim. D'autres, ils ont eu beaucoup de courage, l'ont fait pendant toute la semaine, avant et après, pardon. Au final, nous avons passé une semaine en cellule avant notre expulsion. Sachez que les militants français, à défaut d'avoir un soutien consulaire vaillant, à l'instar des autres nationalités, on a été libérés les derniers. Et les hommes, comme ils ont été un peu plus sages que nous, ils ont été libérés un jour avant nous.
Voilà, donc nous, les 10 dernières femmes à quitter la prison, donc on a été raccompagnées à l'aéroport de Tel Aviv, dans des camions cellules, avec un convoi, mais c'est même pas imaginable, impressionnant, et des sirènes à fond. Un dispositif exceptionnel, donc digne d'un Carlos pour 10 femmes, je rappelle bien. Donc ça témoigne simplement de leur paranoïa maladive. Voilà tout ce que je peux dire. Les agents donc, nous raccompagnent ensuite, nous escortent à bord de l'appareil et remettent les passeports au commandant de bord. Voilà. Et puis après, on revient, on va le retour sur Genève. Donc en ce qui me concerne et pour les autres aussi, je crois, en tout cas moi, je suis interdite de territoire pendant 5 ans, officiellement. Donc je ne pouvais pas parler justement de mon expérience en prison qui, pour moi, voilà, c'est un peu comme le Club Med par rapport au traitement qui est fait aux prisonniers palestiniens. Donc je ne peux pas faire l'impasse et je voulais vous dire quelques mots sur la situation des prisonniers palestiniens. Alors, qu'est-ce qu'ils endurent? L'isolement carcéral, la détention administrative. Qu'est-ce que la détention administrative? C'est une disposition donc, qui est héritée du mandat britannique sur la Palestine et qui incarcère sans jugement, sans inculpation, pour des périodes de 6 mois et renouvelables indéfiniment. Les visites de famille sont interdites, bien souvent. Il y a des tortures, des brimades, maltraitance physique, psychologique. Certains reçoivent, pour se soigner, des médicaments pour chiens. Là où on a eu l'information, on a pu lire qu'une personne souffrant du cancer, pour se soulager, on lui avait administré de l'aspirine. Voilà. Depuis 1967, 750 000 Palestiniens, dont 23 000 femmes et 25 000 enfants, ont été en détention dans les prisons de l'occupant, soit approximativement 20% de la population palestinienne des territoires occupés. Le dernier rapport UNICEF, donc, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en début mars 2013, fait état de 700 mineurs âgés de 12 à 17 ans, depuis 10 ans, qui sont arrêtés, et des arrestations qui interviennent bien souvent la nuit, pour les traumatiser un peu plus. Et pourquoi? Eh bien pour jet de pierre, la plupart du temps. Donc ils subissent systématiquement des mauvais traitements et sont jugés par des tribunaux militaires qui, bien évidemment, ne garantissent pas le respect des droits de ces mineurs. À partir de l'âge de 14 ans, sachez qu'ils encourent jusqu'à 10 ans de prison, voire 20 ans, s'ils ont ciblé des véhicules en mouvement. Donc après ces constats, et au vu de tout ce que je vous ai raconté, qu'est-ce qu'on peut faire? On a envie de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien c'est très simple. La campagne BDS est là. Boycott des investissements, sanctions. Avant, j'aimerais vous demander, je vais vous dire une phrase et vous allez me dire qui a prononcé cette phrase. Donc nous ne savons que trop bien que notre liberté demeurera incomplète sans la liberté des Palestiniens. Elle se poursuit, mais moi je me suis arrêtée là. Donc est-ce que quelqu'un sait? Ben Moyen? Non. Ah, tu pensais qu'il aurait dit ça? Non? Nelson Mandela? Décembre 97, alors qu'il était Premier ministre de l'Afrique du Sud, dans son allocution à l'occasion de la journée internationale de soutien avec le peuple palestinien. Alors, qu'est-ce que le BDS? Alors, le BDS, il s'agit du même type de mouvement que celui qui a été initié par l'Afrique du Sud, qui a contribué à l'Afrique du Sud à mettre fin à l'apartheid.
En ce qui me concerne, je pense que c'est une arme assez efficace de résistance citoyenne non violente contre un occupant qui colonise et qui discrimine. Le BDS a été lancé le 9 juillet 2005 par la société civile palestinienne qui regroupe plus de 750 grands partis politiques, des fédérations syndicales, des organisations populaires, des groupes des droits de réfugiés. Alors cette société civile palestinienne appelle à un boycott des produits de l'occupant dans l'espoir d'avoir les mêmes résultats obtenus similaires à ceux obtenus par l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Le boycott concerne les produits, les relations et les accords avec Israël. Il peut s'exercer dans différents domaines économiques. La sanction économique est la plus redoutable, à mon sens. Elle s'exerce dans le domaine politique, culturel, universitaire et sportif. Alors, comment est-ce qu'on peut agir? C'est simple. D'abord, en tant que conso-acteur, bien lire. Donc tout ce qui est Made in Israël ou le code barre 729, bon, ils ont trouvé la parade, mais il est toujours bon de faire attention. Bien vérifier aussi l'étiquetage frauduleux visant à masquer, à cacher la provenance des produits bien souvent issus de colonies illégales. Donc je vais vous donner quelques exemples, je vais vous citer quelques exemples de produits facilement identifiables. Les fruits et légumes. Alors là, je peux simplement vous inciter à consommer local. Non seulement vous ferez un bien à nos agriculteurs et un bien pour vous, puisque vous ne contribuerez pas à la colonisation israélienne. Donc il y a des tomates, les pommes de terre nouvelles, les agrumes Jaffa, Carmel, les avocats, les herbes. On trouve même des herbes ciboulettes, menthe, qui viennent de là-bas. Des kakis, des dattes, évidemment. Donc faire très attention aux fruits et légumes et qui sont facilement identifiables. J'ajoute simplement SodaStream, attention. Les médicaments, c'est très important. Les médicaments Teva, vous dites bien à votre pharmacien, Teva, on n'en veut pas. Vous avez le droit de demander des médicaments d'autres marques de génériques. Voilà, donc puisque j'ai plus le temps, en tout cas, sachez que cette campagne de boycott, on a remporté quelques victoires et il y a eu des avancées assez importantes. Donc je ne vous invite qu'à prendre part activement à cette campagne de boycott de manière individuelle ou nous rejoindre aussi dans la campagne nationale et internationale. Pour les produits BDS, si vous êtes intéressé par le boycott, il y a des listes qui sont disponibles sur Internet, donc vous pouvez les consulter. Bon, merci à tous et à toutes de votre attention.